Bonjour à tous, troisième vidéo par rapport à mon question-réponse sur les métiers de la bande dessinée, d'auteur de bande dessinée et par rapport à ma façon de travailler. Donc j'insiste une fois de plus, ce sont des questions où je réponds par mon prisme, par rapport à mes expériences, par rapport à ce que je peux en dire. Je sais que certains de mes collègues ne seront pas du tout d'accord avec ce que je dis ou n'auront pas du tout vécu les choses de la même manière. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, je parle bien de mon expérience, j'insiste lourdement là-dessus. Voilà. Alors, j'avais fait un dessin au crayonné il y a quelques jours, donc juste pour planter un petit peu les bases, planter le décor, savoir à peu près ce que j'aurais à quel endroit et surtout avoir une image construite, parce que c'est vraiment important, c'est la construction de l'image. Enfin, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai besoin de faire ça avant pour savoir où seront les éléments pour avoir quelque chose de voilà qui est construit avec un premier plan, où seront les éléments importants, etc. Alors, sur ma vidéo 1, j'ai eu la super surprise de me rendre compte au moment de, comment dire, de redimensionner la vidéo, etc., pour qu'elle puisse passer sur internet et tout, qu'il y a un gros morceau de cette vidéo qui a été coupé, donc je pense qu'il y a au moins 10 minutes, voire un quart d'heure. C'est pas très grave parce qu'en y repensant, c'était un moment pas très, comment dire, pas très fun du, de la vidéo, donc c'était peut-être un peu long pour parler de choses pas très fun et au final pas très intéressantes. La question qui correspondait, je crois que c'était est-ce qu'en bande dessinée, c'est un peu tout le monde est copain? Est-ce que les gens sont solidaires les uns des autres ou est-ce qu'au contraire on se tire dans les pattes, etc. Je pense qu'on a vraiment les deux visions extrêmes, donc soit les personnes qui pensent que c'est un panier de crabes, pour reprendre une expression que j'entends parfois, où tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde se fait des crasses, etc. Il y a une concurrence rude. Et d'autres personnes qui au contraire pensent que c'est le pays des bisounours et où tout est beau et puis voilà, les auteurs de BD ils sont gentils, ils font un métier de passion, ils font ce qu'ils aiment et tout. Je vais essayer de pas m'attarder dessus finalement parce que c'est pas passionnant, mais pour dire ça dépend vraiment en fait des gens, des personnes, des circonstances, des moments aussi de la vie de chacun où parfois c'est plus ou moins dur et du coup c'est aussi plus difficile parfois pour certains d'être avenant ou bienveillant. En fait ça dépend vraiment. Moi je connais des gens incroyables dans ce métier qui sont d'une bienveillance complètement dingue, qui feront tout pour vous aider, pour ouais, qui vont vous aider à trouver du travail, qui dès qu'ils auront un plan ou quelque chose vont vous en parler, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont être très jaloux très facilement dès qu'il vous arrive un truc bien, même s'ils ont plus de succès que vous. Hein, ça, comment dire, les batailles d'ego, on va dire que c'est sans limite. Et enfin, moi j'ai connu ça parfois avec certaines personnes. J'ai connu aussi des personnes, j'en ai connu une qui, qui plagiait les travaux d'autres personnes pour des travaux de commande où ces commanditaires n'y connaissaient pas grand chose en bande dessinée, donc ils savaient a priori que ça allait pas se savoir. Moi je m'en suis rendu compte un peu sur le tard, à force de le côtoyer, donc je eh mais attends, en fait, cette illustration là que tu avais fait pour une étiquette de bouteille d'alcool, ça ressemble vachement quand même au dessin de machin truc, je ne citerai aucun nom, au dessin de machin truc qu'il avait fait dans les années 2000 pour son album machin. Drôle de hasard. Ah ça tiens, j'ai vu exactement le même dessin dans un artbook, etc. Donc voilà, moi je me suis un peu sentie victime de plagiat de la part d'un auteur que je connaissais bien. Euh, ça a été une expérience très très au-delà de désagréable. Hein, ça a été vraiment, je suis tombée d'assez haut à vrai dire. Cette même personne, je l'ai vu piquer ou en tout cas essayer de piquer des travaux d'atelier à des collègues. Voilà, des ateliers de bande dessinée, donc dans des classes, etc. Parce que c'était soit, comment dire, soit bien mis en avant, soit c'était des trucs à l'étranger, donc c'était un peu cool et tout. Et donc, pourquoi laisser les autres en profiter si on peut leur prendre? Donc c'est vraiment loin d'être la majorité de ce que j'ai pu croiser, mais ça existe. Et du coup, globalement, en fait, je pourrais pas dire c'est un univers super bienveillant ou c'est un univers où il faut se méfier, etc. J'ai pas connu, à part ce cas-là précis, je pense pas avoir connu de cas de plagiat, j'en entends assez rarement parler, ça arrive, ou des drôles d'histoires par rapport à des scénarios ou quoi. Euh, les jalousies, après, par contre, ça, une fois de plus, je pense que c'est vraiment une question de personne.
Mais ouais, ça m'est arrivé, pareil, je pense à une personne en particulier, si elle se reconnaît, ben, tant mieux pour elle, qui comment dire, qui était une personne assez proche, et dès que je réussissais quelque chose, ben, ça lui plaisait pas. Donc c'est pour ça qu'à la fin, enfin à la fin, dans cette première vidéo, à un moment, quand ça coupe et que ça reprend, on m'entend dire un truc du genre, comment dire, entourez-vous bien, c'est vraiment important, etc. Et on le dira jamais assez. Ben, c'était ça que j'étais en train de dire. Parce que ben, je pense vraiment que ben, qu'il y a des personnes, c'est terrible à dire, mais qui sont pas chouettes. Et parfois vous pensez que c'est des personnes qui vous veulent du bien, ou vous sentez qu'il y a un truc bizarre, mais vous voulez pas le voir parce que vous dites, bah c'est censé être un ami, je ne comprends pas, ou une amie, hein, parce que c'est pas. Les hommes n'ont pas le monopole de la connerie, hein, et du manque de loyauté. Donc voilà, c'est juste pour dire, ça arrive. J'ai arrêté de parler de ça parce que je trouve que, en fait, c'est des gens tellement inintéressants en fait au final que moi ça me bouffe la vie. J'ai eu vraiment des énormes déceptions avec plein de gens, que ce soit dans le professionnel ou autre, comme tout le monde, je pense, hein, mais bah, au final, je me dis, mais pourquoi j'essaye de me demander vraiment profondément pourquoi je perds mon temps à repenser à ces personnes que de toute façon j'ai sorti de ma vie parce que moi je cherche plus très loin maintenant. Quand quand il y a des gens vraiment mal intentionnés, malveillants, qui vous font pas de bien, moi je cherche plus. Euh, Bah voilà, pourquoi est-ce que je m'acharne à en parler, à réfléchir à tout ça, à me demander ce qui s'est vraiment passé ou à vouloir leur trouver des excuses alors qu'il y a plein de gens super intéressants sur cette terre et dans ce boulot et tout, et bah, qui valent vachement plus le coup, qu'on en parle, qu'on passe du temps avec eux, etc. Donc pourquoi s'emmerder avec des gros cons? Désolée pour le vocabulaire. Bref, c'était juste pour revenir sur la vidéo 1, donc voilà, c'est pas passionnant, c'est pas grave, je passe à la suite. Heureusement qu'il y a le dessin pour meubler, parce que sinon, ce serait pénible cette vidéo. Alors, comment contacter un dessinateur ou un scénariste pour une commande, une question ou pour travailler avec? Eh bien, nous sommes dans une période formidable où nous avons un large accès au contact des gens. Donc, bah, réseaux sociaux, si vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez passer par les maisons d'édition, mais réseaux sociaux, ça reste quand même a priori plus simple, plus direct. Euh, Donc pour une commande, après certains vous diront bah moi je fais pas de commande, d'autres vont avoir des sites internet où ils vous diront bah là il y a tous mes prix ici, ou alors comment dire, j'explique la façon dont je travaille sur tel site internet, ou alors je ne fais pas de commande mais je vends des originaux. Donc là vous verrez directement avec la personne tout simplement. Pareil pour une question, ça va dépendre des gens. Des fois les gens n'ont pas le temps, des fois ils sont pas pédagogues, des fois ils sont pas à l'aise, des fois ils sont jamais sur internet, des fois juste ils sont tellement de gens qui leur écrivent que ils sont. Enfin voilà, chacun a ses raisons, mais euh, ne vous désolez pas si les gens ne vous répondent pas à tout prix, parce que ben voilà, parfois chacun a son quotidien à gérer, et on n'arrive pas tous à, à s'organiser correctement. Mais ça peut être une question sur l'album, ou une question du genre bonjour, voici mes dessins, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Voilà, donc bah, en fait tout simplement n'hésitez pas à envoyer, essayez de rester cordial, hein, c'est toujours la même chose, parce que j'ai ça d'expérience que parfois ça a pu m'arriver, c'est pas la majorité des cas, mais d'avoir des trucs où j'avais un peu l'impression que les personnes venaient comme si, comment dire, comme si tout leur était dû, il n'y avait pas de bonjour, il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas de bonne journée, c'était vraiment bah, j'avais l'impression un peu que j'étais là pour les servir alors que c'est des gens que je connaissais pas. Et je trouve que c'est un peu léger quoi en fait. Voilà. Mais bon, ça me semble un peu être la base de la cordialité, de rédiger un message à peu près correctement. Mais bon, tout le monde n'en est pas là, hein, ça dépend. Mais bref. Et puis du coup, bah, pour travailler avec quelqu'un, alors là, ça peut être parfois plus délicat parce que parfois on a déjà notre réseau, parce que des fois on a déjà des projets en cours, ou ça a pu arriver aussi qu'on ait des mauvaises expériences avec des gens qui n'avaient pas encore travaillé professionnellement dans la bande dessinée, donc ça peut arriver que les gens vous répondent un peu froidement, mais bon, faut pas se décourager, puis ça vaut le coup d'essayer. Mais pareil, c'est aussi la façon dont vous allez vous présenter. Si vous arrivez en terre conquise, en disant bonjour, j'ai écrit un roman et j'ai appris que la BD ça marchait bien. Moi personnellement, j'en ai jamais lu une seule,
mais bah, vous allez me faire ça aux petits oignons et voilà. Bah non, en fait, c'est pas sympa, donc ne vous étonnez pas si on vous répond pas ou si on vous répond mal, mais ça me paraît juste du bon sens en fait. Alors après, si vous voulez vraiment travailler avec quelqu'un, euh, moi j'ai parfois des demandes de gens qui ont écrit un scénario, qui sont amateurs, du coup ils connaissent pas comment ça fonctionne et tout, et n'hésitez pas à demander franchement à l'auteur, parce qu'en plus selon à qui vous demandez, on ne travaille pas du tout de la même manière les uns les autres. Et moi, ça m'arrivait des gens qui me disaient bon ben voilà, du coup j'ai écrit un scénario, je vais vous payer pour faire des pages, et puis après on va aller voir un éditeur et on va voir un avocat. Et non, ça marche pas du tout comme ça. Alors si vous voulez faire un projet, si c'est pas une commande, si vous voulez faire éditer ce projet, vous n'êtes pas censé payer le dessinateur. Après, chacun fait comme il veut, etc. Mais le truc, c'est que vous devenez collaborateur et ce sera ensuite l'éditeur qui va devenir votre patron. Euh, du coup, l'idée, c'est de trouver quelqu'un avec qui ça matche bien et avec qui, bah, à qui l'idée plaise un minimum ou qui va se reconnaître dans votre univers ou quoi que ce soit et qui a le temps de s'en occuper. Donc ça, vérifiez bien parce qu'aussi, des fois, on s'engage sur des choses et on se rend pas compte qu'on va pas avoir le temps. Ou alors, là, je parle d'expérience en ce moment, j'ai plein de trucs qui tombent d'un coup comme ça et du coup, je me suis peut-être un peu avancée sur certaines choses et je me retrouve complètement débordée parce que il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter à l'emploi du temps et c'est à faire pour dans 2 jours et du coup ça devient une priorité alors que c'était pas dans l'agenda encore 3 jours plus tôt. Voilà, donc ça arrive, donc n'hésitez pas à discuter, ça c'est vraiment important et puis gardez la communication pour bien vérifier que vous êtes sur la même longueur d'onde parce que ça peut vite faire des quiproquos et des déceptions sinon. Et du coup, ben voilà, vous faites votre projet en partenariat. J'avais fait une vidéo sur comment faire un dossier, donc n'hésitez pas à aller la voir et n'hésitez pas à aller voir des sites de maisons d'édition qui vont vous dire exactement ce qu'elles attendent. Et après, voilà, vous trouvez quelqu'un avec qui travailler et c'est pas, vous n'êtes pas censé aller voir un avocat, vous n'êtes pas censé payer la personne ou quoi que ce soit. C'est pas vraiment du bénévolat, on va dire que c'est un investissement en espérant qu'il y ait un retour sur investissement plus tard. Mais ça marche toujours comme ça, hein, les dossiers, c'est voilà. Et après, sinon, si vous avez une commande, alors là, par exemple, j'en sais rien, si vous voulez faire votre faire-part de mariage, vous contactez le dessinateur. Bonjour, ben voilà, je veux faire un faire-part de mariage, j'aime beaucoup ce que vous faites. Euh, vous pouvez lui envoyer directement des images ou prendre le temps de parler avec lui, soit en disant moi j'aime le style de, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, de Miyazaki ou de Tim Burton ou de je sais pas, c'est les seuls noms qui me sont venus. Euh, Est-ce que vous pourriez travailler dans ce style-là? Ou alors, ah, moi j'ai beaucoup aimé le dessin que vous aviez fait, là, je vous mets le lien sur votre site internet. Vous aviez fait ça il y a 10 ans et j'étais trop fan. Est-ce que vous pourriez me refaire un truc dans le même genre? Vous allez discuter un petit peu de la commande. Le dessinateur va vous dire si il peut l'accepter ou pas pour des questions de timing, de budget aussi, d'envie, etc. Et, euh, et après, voilà, ça va se faire comme ça. Donc le budget, ça peut se discuter. Vous pouvez arriver et dire franchement, écoutez, moi je ne m'en rends pas compte du prix que ça peut coûter. Par contre, je peux vous dire que j'ai un budget de temps grand maximum en comptant l'impression ou en ne comptant pas l'impression. Ou voilà. Normalement, c'est pas à l'auteur hein, de vous imprimer le visuel. En général, il va vous envoyer quelque chose en format numérique. Vous n'aurez pas l'original, sauf si vous lui demandez explicitement. Et là, ça va coûter plus cher parce que c'est un original et que du coup, bah, il s'en sépare, il reverra plus jamais l'original du dessin. Et c'est normal que ça ne coûte pas le même prix. Et, et du coup, il va juste vous fournir un document numérique et ce sera à vous d'aller le faire imprimer. Normalement, à moins que ce soit négocié, c'est pas au dessinateur de le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à dire franchement, moi j'ai telle fourchette de prix, parce que des fois vous risquez d'être surpris par certains tarifs. On n'est pas du tout égaux en tant qu'auteur par rapport à ce qu'on propose. Il y a des gens qui sont super connus, qui, bah, je sais pas si c'est une question d'être poire ou d'être un peu trop honnête ou de pas avoir conscience des prix ou j'en sais rien. Il y a des gens qui vont proposer des prix très très bas et on est surpris. On dit ah bon, ça alors. Et d'autres personnes, on s'attend à ce qu'ils proposent un prix correct et là ils vont vous annoncer une somme complètement mirobolante. Moi j'ai pas de jugement là-dessus, chacun fait comme il veut et on vous oblige pas en fait à dire oui. Euh, mais voilà, sachez que bah, selon les personnes, il y a des gens
ben, on ne s'attendrait pas à des prix aussi abordables, et parfois d'autres personnes qui sont même pas forcément très connues ou qui n'ont pas une carrière très longue derrière eux ne vont pas hésiter à demander des prix complètement extravagants. Mais bon, ils ont le droit, parce que voilà, comme on est en freelance, on fixe nos tarifs et voilà. Du coup, n'hésitez pas aussi à arriver avec votre fourchette de prix et puis dire franchement, bah moi je pourrais pas dépasser ça. Puis techniquement, la personne en face, le dessinateur, va vous répondre gentiment, techniquement. Bah non, écoutez, là c'est trop bas pour moi, désolé, je vais décliner. Puis vous pouvez discuter. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Qu'est-ce que ça apporte de travailler avec un scénariste pour un dessinateur? Donc là, c'est parce que j'ai souvent la réflexion, enfin souvent, je sais pas si je l'entends si souvent que ça en fait, mais je l'ai déjà entendu, de ah ben machin est dessinateur, il a travaillé avec un scénariste, il n'a pas l'imagination ou il n'a pas la capacité de faire un scénario seul. Ah non, c'est pas forcément ça en fait. Qu'est-ce que ça apporte de travailler avec un scénariste? Ben, ça dépend. Ça peut apporter beaucoup de choses. Déjà, parfois les auteurs en fait se connaissent entre eux et vont dire à un de leurs potes qui est scénariste, j'aimerais bien travailler avec toi parce que c'est chouette en fait de pouvoir décider comme ça de travailler avec quelqu'un qu'on apprécie, dont on apprécie le travail. On sait qu'on va être amené à passer du temps ensemble et à construire quelque chose, donc ça a vraiment un côté rigolo. Enfin voilà, il y en a, ils font des sorties, ils vont en vacances ensemble, et ben les auteurs de BD, ils aiment bien faire des projets ensemble, de bande dessinée, avoir des bouquins ensemble, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça peut apporter d'autre? Bien, en fait, tout simplement, parfois vous allez être à l'aise pour, si vous faites vos scénarios vous-même, vous allez être à l'aise pour travailler dans certains univers, et le scénariste va travailler dans des univers ou des thèmes que vous ne maîtrisez pas du tout. Par exemple, moi, chaque fois que j'écris un scénario, à chaque fois, même quand je veux faire un truc un peu léger, ça part dans un truc triste et machin, et puis voilà, et puis c'est lourd. J'ai du mal à rester dans un truc léger et sympathique. Et du coup, par exemple, la bande dessinée Lily et Colin, qui est une bande dessinée pour enfants avec beaucoup de gags, de petits trucs d'humour, etc., assez légers, c'est Delphine Lortirier qui les écrit. Moi, je suis complètement incapable d'écrire ça. Déjà parce que trouver autant de gags sur aussi peu de... Enfin, au moins 2 gags par page, au moins, moi, j'en suis pas capable. Je peux le faire sur une histoire de 6 pages, mais je peux pas faire comme ça 6 histoires de 6 pages avec 70 gags. Ça, moi, j'en suis pas capable. Et donc, Delphine a cette capacité. Elle, elle est aussi talentueuse pour écrire pour les enfants. Elle est habituée à ça. Et puis, en fait, tout simplement, voilà, c'est un truc qu'elle gère bien. Le scénariste, parfois aussi, va avoir des connaissances que vous n'avez pas. Donc, sur des trucs historiques ou quoi que ce soit, si vous voulez faire un album qui prend ses sources dans quelque chose de réaliste. Puis tout simplement, en fait, c'est de l'échange humain, quoi, aussi. Il y a des scénaristes qui vont quasiment pas vous donner leur avis sur ce que vous faites. Ils vous donnent le scénario et puis ils vous laissent tranquille. Tranquille, c'est une façon de parler, hein. C'est pas pour dire que ceux qui ne font pas ça nous ennuient ou quoi que ce soit. Mais d'autres, tout va se construire et ça va être sans cesse un jeu de ping-pong. Et le scénariste va aussi beaucoup s'investir sur la réalisation du storyboard, vous donner son avis, faire un truc construit. Il y a aussi des scénaristes qui prédessinent les planches. Donc, selon les scénaristes, il y en a qui vont juste vous donner un espèce de synopsis très 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 poussé et qui vont dire ben vas-y, fais le découpage des pages, fais le storyboard, etc. et je te regarde. Et euh, ça, en général, ça se négocie aussi. Hein. Vous n'hésitez pas à dire franchement, moi je m'en sens pas capable, ou au contraire, moi j'ai besoin de plus de liberté. Euh, Certains scénaristes vont vous faire un découpage écrit. Ça va être page 1, 2 points, case 1, tel personnage est en train de parler avec machin, ils sont devant une boutique, bulle 1, machin dit ça, bulle 2, un tel dit ça, bulle 3, en voix off, quelqu'un les interpelle. Par exemple, ça va être ça et ça sur toute une page. Et vous pouvez aussi avoir des informations de plan large, il se passe ça, plan d'ensemble, il se passe ça, on se rapproche sur un plan américain, blablabla. Voilà, on a tout ça. Et puis certains vont donc en effet carrément vous dessiner le storyboard et vous n'aurez plus qu'à tout reprendre. Après, une fois de plus,
ça se négocie, quoi. Vous n'êtes pas forcément obligé. Certains vont être très à cheval sur ce qu'ils ont fait et veulent qu'il n'y ait aucune retouche. D'autres vont dire vas-y, je te laisse complètement faire, je te fais confiance. Ça dépend. Et puis une fois de plus, voilà, faut communiquer, faut parler. Et faut voir si chacun est d'accord en fait. Comment choisir un scénariste? Les raisons, selon ce qu'on cherche, rapport humain, feeling pro, etc. Je relis mes notes en même temps. Je vais reprendre un petit peu ce que je viens de dire. En fait, selon ce que vous cherchez, parfois si vous cherchez juste quelqu'un pour vous écrire un truc très spécial et vous en fichez un peu d'avoir une belle relation humainement parlant avec cette personne, vous voulez juste le scénario et point barre, bon, ben, voilà, vous cherchez selon ce qu'il a écrit. Vous pouvez demander si vous avez des amis dans le métier ou qui veulent se lancer en tant que scénariste, vous pouvez. Faites attention quand même parce que des fois ça peut aussi faire un peu... c'est pas facile de travailler avec des amis quand on n'est pas habitué, qu'on n'a pas eu ce rapport-là en amont, donc voilà, prendre avec des pincettes. Euh, Parfois vous allez avoir, vous avez quelqu'un que vous connaissez très bien, vous avez un humour en commun, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment... Pensez surtout que vous allez passer au moins un an sur l'album, donc ça peut être long un an, et si vous passez un an avec quelqu'un avec qui d'emblée ça passe pas trop, vous comprenez pas très bien, ou vous sentez qu'il y a un truc au niveau du feeling qui passe pas, ou vous avez l'impression que la personne est un peu tyrannique ou quoi, ben, je vous déconseillerais d'aller plus loin. Il faut quand même savoir un minimum à qui on a affaire pour éviter les embrouilles par la suite, etc. Et pareil, accepter qu'on n'a pas tous le même rythme, et si quelqu'un a un rythme plus lent que le vôtre, ben, peut-être en discuter pour pas après lui reprocher de oui, ça fait déjà tant de temps qu'on a commencé, et t'en es que là, mais qu'est-ce que tu fous? Ça arrive, et en fait, ben, peut-être que si c'était une fois de plus davantage discuté d'emblée et que les gens étaient plus transparents, peut-être qu'on n'en serait pas là. Je sais pas. J'espère en tout cas. Je dis pas que tout peut se régler par la communication, mais je pense quand même que d'emblée, si on pose les bases, ça limite quand même beaucoup de possibilités d'engueulade. Euh, à quelle fréquence échanger avec le scénariste? Est-ce qu'on le fait en visio, en vrai, par mail, par téléphone? Pareil, ça va complètement dépendre. Il y a des gens qui vont pas du tout être à l'aise au téléphone, qui vont être à l'aise que par mail parce qu'ils sont plus à l'aise à l'écrit en plus. Il y a des gens qui adorent voir les gens en vrai et qui en ont besoin. Il y a des gens tout simplement qui vont être loin, justement. Je parle encore Delphine Lortirier qui avait scénarisé Lily et Colin. Quand on a commencé à travailler ensemble, elle venait de déménager à Pékin en Chine. Alors ça c'était un peu folklore parce que les éditeurs étaient en Guyane, moi j'étais en France métropolitaine et elle était en Chine. Donc ça faisait... moi j'avais 5 heures de décalage avec la Guyane et encore 6 heures de plus depuis Pékin. Donc en tout on était sur une plage horaire de entre 10 et 11 heures selon les périodes de l'année. Donc c'était parfois compliqué pour faire des réunions. Donc avec Delphine on se parlait par mail et par je sais pas, ça devait être l'équivalent de Zoom, en tout cas on se parlait par visio. Euh, Après, voilà, selon si vous habitez près du scénariste avec qui vous travaillez, que vous entendez bien avec lui, ça peut être sympa de travailler en le voyant directement dans un café ou chez vous, quoi que ce soit. Euh, il y en a qui préfèrent parler que par téléphone, il y en a qui préfèrent tout faire par écrit. Donc voilà, là c'est pareil, ça va vraiment dépendre de vous, de lui, de comment vous sentez les choses. Et ben, des fois de faire un point, comment vous préférez le faire. Pareil, la régularité, ça va dépendre. En fait, il y a des gens, c'est presque tous les 2 jours, ils vont s'appeler ou débriefer. Certains vont dire, ben là, écoute, j'ai vraiment besoin d'une période, je me plonge dans le travail et on débriefe dans 2 mois. Voilà. En fait, il n'y a pas de règle préétablie. Ça peut être un peu vertigineux du coup, mais à vous de voir, à vous de créer votre réalité. Avec l'éditeur, ça va être un petit peu la même chose en fait. Donc, vous voyez, parfois il y en a qui vont vouloir beaucoup vous téléphoner, il y en a qui vont absolument vouloir vous rencontrer. D'autres vont vous dire bon non, c'est pas grave, on parle que par mail. Moi, j'ai parfois travaillé avec des éditeurs ou même avec des scénaristes. Je sais même pas, je les ai eus que par mail. Je sais pas à quoi ils ressemblent. Je ne connais pas le timbre de leur voix, je ne connais pas leur façon de parler, je connais rien du tout. Et par contre, d'autres éditeurs ou scénaristes vont tenir absolument à vous rencontrer. On sent que c'est non négociable de commencer quoi que ce soit sans vous avoir vu en vrai, ou au moins sans avoir échangé avec vous par téléphone. Donc voilà, humainement ça dépend. Et la régularité, ben, c'est pareil, ça dépend. Donc, j'allais dire généralement les éditeurs veulent quand même avoir de vos nouvelles assez souvent. En fait non, ça va vraiment dépendre.
quand je travaillais pour les éditions Plume Verte sur Lily et Colin, on était tout le temps en contact, tous les quatre, du coup, parce qu'il y avait 2 éditeurs, la scénariste et moi. Et vraiment, on échangeait énormément, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en même temps, je travaillais sur l'album Le Dernier Refuge des éditions Glénat. Et ben, j'ai pas le souvenir d'avoir échangé tant que ça pendant la réalisation de l'album. Avec le scénariste un petit peu, mais comme on se connaissait pas, on s'était croisés une fois. Une demi-heure par hasard, parce qu'il se trouvait que j'étais dans la même ville que lui à ce moment-là. Euh, une fois une demi-heure juste avant de commencer l'album. Et puis avec l'éditrice, on s'était vu avant parce qu'on était toutes les deux au festival de Quai des Bulles, donc pour voir un petit peu, en parler de vive voix, etc., voir comment ça allait se passer. Mais après, c'était plus des échanges de j'envoyais les pages quand elles étaient finies, et voilà. Et on n'a pas organisé de rencontre pour signer le contrat en vrai, tous ensemble, ou quoi que ce soit. En plus, les contrats, de plus en plus, vous pouvez les signer, envoyer une version numérique par mail, et ça va suffire. Vous n'êtes plus forcément obligé de renvoyer la version papier. Voilà. Ensuite, bah, du coup, j'ai une question qui arrive de temps en temps. Ça m'étonne toujours. Enfin, ça m'étonne. C'est qu'en fait, c'est soit on me pose pas ça du tout, et voilà, soit quand on me la pose, les gens ont l'air persuadés d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Bref, je vais pas faire de mystère plus longtemps. Parfois, les gens me demandent si j'habite à Paris. Et dans ces cas-là, c'est pas ah, vous habitez à Paris, de toute façon. Un peu de tout se passe à Paris, hein, on le sait bien, donc vous habitez à Paris. Non, pas du tout. Et ça me fait rire parce que des fois, au contraire, je vois des gens qui imaginent vraiment la vie de bohème dans tout le cliché de l'auteur ou du dessinateur ou quoi. Une fois, quelqu'un m'avait dit non, ne me dites rien, laissez-moi rêver, je vous vois dans un cottage avec des moutons et la campagne à perte de vue, dans une espèce de vieille maison avec des poutres. Euh, voilà. Et à l'époque, non, j'habitais dans un studio tout petit en ville. Donc on était un peu loin de son image d'Épinal. Mais voilà, ça dépend en fait. Vous pouvez travailler d'où vous voulez. Donc là, c'est pratique, c'est que vous allez pouvoir choisir votre espace de travail ou suivre des gens si besoin ou quoi que ce soit. Voilà, donc non, il ne faut pas habiter à Paris. Techniquement, vous habitez un peu où vous voulez, sauf si après vous avez des contrats qui vous poussent à travailler avec beaucoup de gens dans cette ville et que c'est plus pratique. Mais voilà, ça c'est vraiment un avantage, c'est que vous pouvez travailler d'où vous voulez. Pardon. Nomadisme possible ou très sédentaire, bah, je pense que j'ai répondu. En fait, ça va dépendre des gens. Vous faites un peu comme vous voulez. Certains vont avoir très peu de matériel et vont être habitués à beaucoup bouger et du coup vont travailler de façon complètement nomade tout le temps. D'autres vont être très sédentaires dans le sens où ils ont besoin vraiment d'un endroit connu pour travailler. Ils vont pas être à l'aise à l'idée d'emmener leur travail ailleurs ou de pas être dans telle pièce spéciale pour faire leur truc. Et, euh, et ils ont beaucoup de matériel, donc vraiment leur atelier c'est un peu leur fief qu'ils vont quitter un peu difficilement. Ça dépend. Il y en a qui aussi travaillent en atelier une fois de temps en temps et qui restent du temps travail chez eux. Là, pareil, tout est possible. C'est à vous de vous organiser. Parfois, on tâtonne beaucoup. Hein. C'est pas toujours évident de trouver rapidement ce qui nous convient le mieux. Des fois, on pense qu'il y a des choses qui vont nous convenir. En fait, non. Des fois, ça nous convient très bien un temps et après, plus du tout. Donc voilà, ça dépend des gens, ça dépend des moments, ça dépend de tout. Est-ce que c'est difficile de signer un premier contrat et est-ce qu'après c'est facile et est-ce que c'est lancé dans le sens c'est bon, toutes les portes sont ouvertes. Premier contrat, bah, moi d'expérience ça a été super compliqué. En fait c'est bizarre, c'est que je me suis acharnée à vouloir signer pendant des années au moment où j'avais à moitié baissé les bras, où je me disais ouais, de toute façon ça arrivera quand ça arrivera et j'y croyais vraiment plus. C'est là que en même temps 2 maisons d'édition m'ont contacté spontanément, où j'avais rien demandé. J'étais très contente mais j'avais rien demandé. Pour me proposer de travailler avec elle. Donc, dans le cas de Glénat, j'étais en contact depuis longtemps avec Valérie Aubin, ma directrice de collection. Donc elle me connaissait et tout, et je venais de lui renvoyer un travail comme ça pour avoir un avis, et ça s'est fait un peu par hasard comme ça, mais elle me connaissait déjà, donc j'avais, comment dire, j'avais quand même balisé le terrain bien en amont, ça fait longtemps qu'on se connaissait. On s'était rencontrés pendant un festival, je pense.
Oui, ça devait être à Quai des Bulles, mais du genre en 2010. C'est GG, un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup. Qui est quelqu'un qui m'a énormément soutenu, qui me l'avait présenté. Euh, et voilà. Et dans le cas de Plume Verte, alors eux, c'est parce que j'avais travaillé avec les éditions Aymara. Et en fait, c'est Aymara qui m'a présenté à Plume Verte quand eux cherchaient un dessinateur ou une dessinatrice de BD qui connaissait la Guyane. Donc ben, facile ou pas facile de signer un premier contrat, je vais avoir du mal à répondre. C'est quand même vu comme relativement difficile parce que les gens ne vous connaissent pas, du coup ils vont pas forcément vous faire confiance et moi je peux comprendre ça. Ils savent pas comment vous travaillez, etc., etc. Et surtout, est-ce qu'après c'est facile et est-ce que c'est lancé? Alors ça justement, ben, ça c'est ce qui peut faire un peu tout bizarre, c'est que moi par exemple, je m'étais dit pendant des années, le jour où ce sera signé, voilà, toutes les portes vont s'ouvrir. Enfin même, moi je pensais que dès qu'on publiait quoi que ce soit, toutes les portes s'ouvraient. Donc ma toute première publication, je pense que c'était Cicatrices de guerre aux éditions de La Gouttière. C'était un collectif, j'avais fait 4 ou 5 pages. Moi, dans ma tête, c'était ça y est, je suis autrice et je suis arrivée. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ben voilà, ça, je pense que j'aurais aimé qu'on me le dise et qu'on me le répète un peu plus parce que j'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait. Et j'avais beau en plus quand même être assez proactif dans mes recherches de travail, bah ça donnait pas grand chose. Donc j'ai vraiment eu des grosses périodes de doute à me dire mais pourquoi ça passe pas et tout. Donc pensez bien qu'il y a une part de chance, il y a une part de hasard et parfois la roue tourne aussi. Et du coup, est-ce qu'après c'est facile, au-delà de l'expérience que je vous ai racontée? Ben, malheureusement, moi j'ai rencontré des auteurs qui ont eu des séries à succès, mais vraiment, quand je vous dis des succès, c'était plus besoin de travailler financièrement parce que ça rentrait tout seul, quoi. Donc vraiment des gros succès. Et moi, quand je les ai rencontrés, ah, c'est toi l'auteur de machin, je lisais ça quand j'avais 10 ans, incroyable. Et dans ma tête, c'était des gens qui étaient peut-être pas millionnaires, mais en tout cas qui gagnaient bien leur vie, qui étaient connus, etc. Et en fait, en discutant, je me rends compte qu'ils n'arrivent plus à placer de projets, que c'est compliqué, que les éditeurs leur demandent de faire des dossiers, euh, de tout reprendre à zéro en fait. Donc ça, pareil, il faut être préparé parce que ça peut être vraiment surprenant et je pense que quand on s'y attend pas, ça fait très 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 bizarre. Et voilà, on reprend de zéro tout le temps. C'est ça aussi qui est épuisant dans ce métier, c'est que je pense qu'au début, on a un espèce de feu sacré, une niaque, et moi j'ai un souvenir il y a très longtemps d'avoir échangé avec un auteur qui avait une dizaine d'années de plus que moi. Pardon, j'ai le mépris. Donc je devais avoir 22 ans et lui à peu près 32 ou 35 ans. Et il avait une lassitude, il disait ah, je suis fatigué, je suis lassé d'être toujours en recherche d'emploi, c'est fatigant en fait à la longue, ça prend de l'énergie. Et moi, du haut de mes 22 ans, et de cette espèce de prétention un peu naïve et de fraîcheur du début, je lui dis mais non, mais enfin, trop cool, allez, faut y aller, gna gna. Et ça, c'est un truc que j'ai entendu. Comment dire, c'est marrant parce que la roue a tourné, parce que je voyais que ça faisait pas trop écho ce que je lui disais. En fait, ça m'est arrivé il y a quelques années où, du coup, des collègues qui venaient de commencer avaient ce feu sacré et tout. Puis aussi cette naïveté du début où on ne s'est pas encore pris de porte et du coup, on pense encore parfois que tout est possible parce que c'est pas qu'on devient aigri ou quoi, enfin, ça dépend des gens, mais c'est aussi qu'on se désillusionne parce qu'il y a des trucs, on sait, on voit le truc arriver gros comme une maison, on dit ouais, non, ça c'est mort. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et ben ça c'est mort. Enfin, c'est pas que du pessimisme, hein. C'est aussi au bout d'un moment, on sait reconnaître une situation foireuse et on dit ouais, bien sûr. Et, euh, et en fait, c'était assez troublant en fait de voir ces jeunes collègues se comporter exactement comme moi 10 ans plus tôt et avec ce truc un peu jugeant de ah non mais voilà, non mais sérieux, bah faut se donner les moyens de ses ambitions, hein, très très jugeant et très bah forcément hein, si tu veux pas travailler 14 heures par jour tous les jours et si tu veux prendre des vacances de temps en temps, ben t'étonnes pas si personne te donne de travail. Et alors au bout d'un moment quand on travaille depuis un moment, moi j'ai commencé à travailler à plein temps, à vraiment faire que ça, j'avais fini mes études et tout en 2009. Euh, juin 2009, juillet 2009, un truc comme ça. Voilà, du coup, ça fait, je sais plus compter, ça fait 14 ans, et j'avais commencé quand même bien avant sans travailler à plein temps. Bah voilà, au bout d'un moment, non, on en a un peu marre aussi d'accepter n'importe quelle condition ou quoi,
Et on peut aussi avoir cette lassitude que rien ne soit jamais acquis et se mettre à un petit peu envier les travaux en CDI, signés, etc. Parce que pensez bien aussi que du coup, on est dans une espèce de précarité, parce que quand je parlais du revenu des planches, en disant voilà, il y a une espèce de SMIC plus ou moins pas officiel qui est présent. Là, je parle de quand on travaille, en fait, on n'a pas tout le temps du boulot. On a des périodes d'oisiveté parce que entre deux projets, ben, on attend l'éditeur, ça ne signe pas, on ne sait pas pourquoi, ou parce qu'on nous demande de revoir des choses, ou parce que, ben, ça m'est arrivé récemment. Moi, j'ai un projet de bande dessinée qui était en cours. On avait fait je dis on parce qu'il y avait un scénariste et que le directeur de collection était très présent. On avait fait les trois quarts et d'un coup, littéralement du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mon éditeur m'a appelé la veille au soir en disant: ah, il y a peut-être un petit truc bizarre avec l'héritière du personnage sur qui on bosse. Et le lendemain matin, il m'appelle avec une voix blanche en me disant: bah écoute, pose tes stylos, arrête tout ce que tu es en train de faire. Euh, le projet est arrêté parce que c'était une histoire de trucs d'ayant droit qui n'avaient plus envie finalement de laisser ses droits. Ben, du coup, le problème, c'est que moi, au-delà de la claque psychologique que ça vous fait, parce que c'était super dur, puis on s'attache au personnage et au projet qu'on est en train de faire, on s'imagine le défendre en festival, on est content à l'idée d'avoir une publication, donc tout ça, c'est mort. C'était quand même très très violent. Au-delà de ça, moi j'avais dit à tout le monde, bon les gars, personne ne compte sur moi avant le mois de février parce que moi j'ai du taf jusque-là, je suis déjà à la bourre, donc il faut que je finisse tout ça, je vais être décalqué en finissant, il va falloir que je prenne un peu de repos, et après on se reparle. Et du coup je me suis retrouvée, je sais plus, ça devait être fin novembre, donc super les fêtes de Noël, euh, fin novembre, sans projet, sans rien, complètement oisive, et du coup à pas savoir quoi faire, puisque j'avais mis tout, j'avais demandé à tout le monde de mettre leur demande en stand-by, donc c'était très particulier quoi, comme période, et pardon, financièrement c'est vraiment pas rassurant, enfin ça a été même carrément super angoissant, et, euh, et puis psychologiquement c'était pas facile, et voilà. Je pense que je suis partie un petit peu loin. Oui, c'était est-ce que signer son premier contrat c'est dur, est-ce qu'après c'est lancé, etc., etc. On n'est jamais à l'abri d'un projet qui s'arrête. Ça s'arrête, ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense en fait. Ce truc-là, même auprès d'auteurs connus, même auprès de séries qui marchent bien, etc. Moi, je suis toujours surprise encore maintenant en rencontrant des collègues. Je leur racontais justement cette histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Un peu en mode vous vous rendez compte, c'est incroyable quand même, et beaucoup n'étaient pas surpris, c'était ah ouais bon, tu sais moi ça m'est arrivé, ah voilà je suis en plein dedans, donc voilà, c'était assez surprenant et ça fait peur quoi, parce que des fois vous perdez complètement le moral, la foi et tout, et vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là en fait, pourquoi est-ce que je m'acharne, parce que c'est tellement précaire à tous les niveaux et tout peut s'arrêter tellement tout le temps, même quand vous avez signé, que bah, c'est pas confortable quoi. Quand vous avez cette petite piqûre de rappel, c'est vraiment dur de s'accrocher en fait et de continuer. Ensuite, on va essayer de parler de trucs plus légers. Auto-édition. Où, quand, comment, pourquoi et les désavantages. L'auto-édition, moi j'en ai fait un petit peu. J'ai fait un sketchbook auto-édité. À une époque, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes postales, de posters, de trucs comme ça. Le problème, et ça va peut-être nous amener à une question suivante. Le problème, déjà, il faut financer vos bouquins si vous ne faites pas de crowdfunding. Moi, le crowdfunding, je ne le juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas mon truc parce que me mettre à être dépendante de gens qui peuvent potentiellement donner leur avis sur le scénario ou m'orienter, etc. Et surtout après jouer à la commerciale ou je sais pas quoi, à envoyer des goodies et tout. En fait, j'ai déjà beaucoup de mal à gérer mon emploi du temps pour faire ce que j'ai à faire. Je me sens pas en plus jouer à ce truc de. Mais je trouve ça très bien. Si les gens le font, moi je pense que je serais la première à donner des sous et à faire ouais, trop cool, des goodies. Mais moi, en tout cas, je me sens pas de le faire. Dès que je dois envoyer un vague colis à la poste, ça me met en PLS total et je mets 1000 ans à m'en occuper parce que je déteste faire ce genre de truc. Donc vraiment, le crowdfunding, c'est pas pour moi, quoi, je le sais. Et puis j'aime trop rester libre sur mes projets, surtout si c'est de l'auto-édition, pour pas avoir l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Donc l'auto-édition, bah, l'intérêt c'est que du coup vous allez pouvoir faire a priori à peu près ce que vous voulez, mais c'est votre argent qui est mis en jeu. Après, il va falloir pouvoir stocker aussi vos productions, donc ça peut être très compliqué, hein, tout le monde n'a pas la place,
et un endroit décent pour stocker des livres ou quoi que ce soit à l'abri de l'humidité, etc. pendant potentiellement des années et des années et des années. Après, il faut réussir à les vendre. Donc vous pouvez faire ça en festival, vous pouvez les placer dans des boutiques ou dans des librairies, mais ça veut dire faire un travail de démarchage, etc., qui ne fait pas partie à la base de votre métier de dessinateur. C'est déjà tellement chronophage comme métier que de faire ça en plus, bah, c'est quand même... voilà, c'est super chronophage et puis tout le monde n'est pas à l'aise, hein. Il y a des gens qui vont être des super commerciaux et qui vous vendraient père et mère, comme on dit, mais d'autres qui vont pas du tout être à l'aise, donc on n'est pas égaux quoi, par rapport à tout ça. Et puis, moi je vais raconter un truc qui fera pas plaisir à certains, mais le problème aussi, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez vendre vos productions à vous, vos productions, hein, si c'est vous qui les avez faites, c'est vous qui les avez payées, vous n'êtes dépendant de personne pour tout ça. La seule tierce personne, c'est l'imprimeur qui, après, une fois qu'il vous a fourni les impressions, bon, il vous dit ciao, bye bye et à la prochaine. Bah, en fait, en festival et en librairie, on va quasiment jamais vous prendre vos livres en dépôt, juste, bah ouais, donne-les-nous, c'est cool, et puis après on te reverse le prix de vente du livre. Pas du tout. Alors, déjà, vous placez votre livre en librairie d'expérience, on va vous demander 40% du prix de vente du livre. Donc moi par exemple j'avais récupéré des exemplaires de Lily et Colin qui n'étaient pas distribués en métropole. Moi j'avais j'avais un prix en tant qu'autrice de l'album pour en racheter, parce qu'on les paye nos exemplaires, enfin on va vous en donner quelques-uns selon ce qui est donné selon ce qui est négocié sur votre contrat, mais souvent c'est 2 ou 5 livres. Si vous négociez super bien ça va être 15 ou 20 livres, mais c'est pas plus quoi, et moi la plupart du temps j'ai 3 ou 4 livres. Parce que les gens pensent souvent que... J'ai entendu ça des fois, c'était un pote qui m'avait dit ça, j'ai pas osé le contredire. Il m'a dit, bah oui, voilà, j'ai un copain auteur, il voulait me filer un livre, je sais qu'il en a autant qu'il veut, comme ça. Mais non, en fait, non, on les rachète, en fait. Donc, je les rachète au prix auteur, donc en sachant que c'est mon livre que j'ai créé, etc. On me fait 30% de remise pour le racheter. Très bien. Le deal avec l'éditeur en Guyane, c'était que j'allais les déposer dans des librairies, et là, le libraire m'annonce, ok, très bien, on va prendre 40% sur ton livre. Donc ça veut dire que alors que j'ai acheté une énorme valise, j'ai dû payer l'espace de cette valise dans l'avion, j'ai ramené les livres, je les ramène à la librairie, je les stocke chez moi. Si le libraire n'en veut plus, il me les renvoie comme ça. Il doit être complètement dédommagé, il n'y a rien à redire. Et lui me demande juste pour le poser dans un coin de sa boutique sur une étagère 40% du prix total. Voilà. Donc ça m'est aussi arrivé en festival. Au calme, une librairie m'avait dit, parce que c'est la librairie qui gérait le stock du festival, il me demande exprès de le ramener lors des fous en disant on a vachement aimé votre album, ramenez-nous en des exemplaires s'il vous plaît. D'accord, ok, du coup, mais comment je fais? Est-ce que je les ai sur mon stand? Est-ce que sur votre stand? Non, non, vous les aurez sur votre stand, mais on gardera 40% ou 50% du prix de votre livre. Et là, enfin, vous vous dites, mais sur un festival, donc moi je dédicace gratuitement, parce que ça a changé, mais depuis très peu de temps, normalement on est censé être rémunéré pour faire des dédicaces, mais c'est très très récent, normalement c'est complètement du bénévolat de se pointer sur un festival et de dédicacer pendant 2 jours, pendant 8 heures par jour parfois. Donc je viens, je dédicace gratuitement, je m'emmerde, désolé pour le vocabulaire, je m'ennuie à ramener mes livres, donc ça veut dire que je suis potentiellement obligée de venir en voiture, je ne peux pas venir en train. Euh, et en fait, sorti du cosmos, quelqu'un me dit je vais te prendre une taxe sur ces livres. Et une bonne taxe, hein, je ne vais pas prendre 2%, 40%. Donc, et là, du coup, j'ai des chiffres sous les yeux qui datent, j'ai trouvé ça sur le site ActuABD, ça date de 2004. Donc, comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. 2004, ça fait 20 ans, hein, presque. Le libraire a une marge de 40% sur le prix de vente des livres. Les auteurs, 10%. Le prix de revient, prix à la planche, photogravure, frais d'impression, intervient pour 17%. La marge de l'éditeur n'est que de 5%. Et il y a aussi le diffuseur qui intervient, etc. Alors, je dis ça parce que souvent on me dit, il paraît que quand vous vendez un livre, vous touchez 1 € dessus, c'est pas juste. C'est plus particulier que ça. Vous êtes payé à la page, c'est ce qui s'appelle une avance sur droit. Les livres vont être vendus tant que l'éditeur ne se sera pas remboursé ce qu'il vous a versé, vous ne toucherez rien sur le prix de votre livre. Alors moi du coup, je le dis, parfois des gens en festival
je sens bien qu'ils vont pas lire le bouquin, ils se forcent à acheter un de mes livres pour me faire plaisir et me disent oui, comme ça financièrement je te soutiens. Je réponds pas toujours, mais moi je peux vous montrer des fiches de paye un peu bizarres, des fiches de notes de droits d'auteur, etc., que je reçois depuis des années de la part de Glénat. À chaque fois c'est marqué tant d'exemplaires vendus, bilan, ce qu'on vous doit, 0 €. Et le livre, il est sorti il y a 6 ans, je crois, maintenant. Et je pense que je suis pas prête de toucher quoi que ce soit dessus. Donc voilà, les 1 €, c'est seulement quand vous avez dépassé une certaine marge. Je m'en plains pas, c'est juste pour expliquer. Par contre, le côté 40% sur de l'auto-édition, juste pour placer un livre en dépôt, moi par contre, ça me révolte assez. Donc chacun en pense ce qu'il veut. Mais voilà, ça c'est placé là. Donc auto-édition, c'est à vous de voir. Il y en a qui trouveront leur compte, mais c'est quand même financièrement et en termes d'investissement, c'est quand même très 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 compliqué. Se faire repérer grâce aux réseaux sociaux. J'arrive plus à parler, réseaux sociaux, nécessité d'y être. Est-ce qu'il faut compter dessus pour trouver du boulot? Est-ce qu'on risque de se faire piquer des dessins et est-ce qu'il faut les protéger? Y être, je pense que oui, en effet, moi je pense que c'est quand même assez nécessaire. Je connaissais des gens qui étaient auteurs, qui n'avaient aucun réseau social. Bah, ne serait-ce que pour vous montrer vos images rapidement quand vous êtes en festival, pour pouvoir dire bah voilà, moi je fais ça. Et c'est quand même super pratique, même d'un point de vue juste pour parler et tout, c'est quand même stylé de pouvoir faire ça. Bah, du coup, c'est compliqué parce qu'après, si vous avez une opportunité, quelqu'un vous dit bah, tu fais quoi, puis ça peut ouvrir des portes. Hein. Vraiment, les festivals pour ça, c'est un endroit où vous allez rencontrer du monde, ça peut créer des opportunités assez beaucoup plus facilement qu'autrement. Ben voilà, si vous n'avez pas aucun réseau social, c'est quand même un peu dommage. Moi, je pense que c'est nécessaire d'en avoir un. Après, compter dessus pour percer. Moi, personnellement, j'ai été très peu contactée en tant que dessinatrice par mes réseaux sociaux. Je dis en tant que dessinatrice parce que du coup, je fais aussi des ateliers. Et là, par contre, euh, j'avais créé la plateforme Les Interventions BD. Donc, c'est moi qui ai tout fait, donc avec des descriptions d'ateliers, etc. et tout. J'ai créé ça en 2008. Et ce site est assez bien référencé. Et là, par contre, je suis très régulièrement contactée. Et du coup, dans ce contexte-là, spontanément, c'était l'Alliance française à Caracas, au Venezuela, qui avait contacté le site internet. Donc, c'est pas moi qui ai fait ces ateliers, ça avait été donné à un autre auteur. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, voilà, il y a quand même une alliance française qui m'a contacté via un site pour me demander des ateliers. Donc ça c'est cool, mais c'est vrai qu'après en tant que dessinatrice, j'ai pas le souvenir d'avoir été contactée pour des commandes ou pour travailler avec des gens que complètement spontanément qu'on m'avait pas présenté autrement ou qui n'avaient pas entendu parler de moi par des amis à eux ou quoi que ce soit. Après voilà, ça doit dépendre des cas parce que on entend quand même de temps en temps des histoires de personnes repérées complètement par leur site internet, leur Instagram ou quoi que ce soit. Euh, voilà, j'imagine que ça arrive. Après, ne comptez pas trop là-dessus. Pensez quand même à faire du démarchage spontané et tout, parce que je pense que compter que là-dessus, c'est un peu risqué. C'est même carrément risqué. Euh, du coup, se faire piquer des dessins et les protéger, ça c'est quand même la grande question. Je sais pas. Moi, ça m'est arrivé des gens qui me disaient au calme ah bonjour, j'aime bien ton dessin, je vais en faire un t-shirt et je vais le commercialiser. Mais ils voyaient pas de problème, limite, je pense qu'ils pensaient que ça allait me flatter. Alors que bah non, ça marche pas comme ça, c'est du vol. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte sur les réseaux sociaux de comment ça fonctionne. Après, moi personnellement, j'en suis un peu à me dire, je lâche un peu prise sur tout ça. Tant pis, les gens font ce qu'ils veulent. Parce que... Mais je suis pas un bon exemple. Hein, mais du coup, bon. Parce qu'après, moi je trouve qu'on devient un peu dingue à vouloir toujours tout surveiller et tout. Et à faire attention tout le temps. Et à être procédurier. Mais bon, je suis pas forcément un modèle pour ça. Euh, Du coup, les protéger, ben, il y a des techniques, hein, s'auto-envoyer le dessin par la poste, etc. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et puis, depuis pas mal d'années, comme les réseaux sociaux sont font vraiment partie de notre quotidien, il y a des trucs de si la date apparaît clairement, vous pouvez prouver que vous avez posté telle image à telle date et que quelqu'un l'a réexploité plus tard. Techniquement, vous avez quand même une preuve. Voilà. Et du coup, si vous avez vraiment des angoisses par rapport au fait qu'on vous vole des dessins, qu'il y ait des trucs qui se passent mal dans vos commandes, etc., ça va arriver. Hein. Ça va forcément vous arriver un moment ou un autre. Désolé, hein, mais ça forge le caractère. Euh,
Pardon, panne de batterie, ça a coupé. Donc je disais, si vous voulez absolument protéger vos images ou si vous avez des soucis avec des commanditaires et que ça se passe mal, vous avez la solution de contacter par exemple le syndicat des auteurs, le SNAC. Vous pouvez les contacter spontanément pour des renseignements, etc. Et bon, c'est mieux d'y adhérer bien sûr si vous voulez vraiment un vrai suivi et les soutenir aussi en tant que syndicat. Vous avez aussi l'ADAGP, alors là qui a un peu multicasquette, je vous laisserai vous renseigner un ADAGP, comme ça s'entend, pardon, ADAGP. Ben voilà, renseignez-vous, ils vont pouvoir vous aider sur plein de trucs. L'adhésion n'est pas très chère et ils vont aussi vous demander de répertorier toutes vos créations en termes d'affiches, de publications de livres, publications dans des magazines, etc. pour pouvoir aussi vérifier qu'on n'utilise pas vos images n'importe comment et voir aussi parfois vous avez le droit à des comment dire, vous avez des droits d'auteur et c'est en dormance à la Sophia et vous n'êtes pas forcément au courant si vous n'avez pas fait pas rempli les bons papiers ou quoi que ce soit, ou si vous n'êtes pas au courant, etc. Et donc la DAGP va pouvoir aussi vous permettre de faire le lien entre la Sophia et vous pour vous reverser vos droits comme ça. Donc ça peut faire des bonnes surprises, c'est plutôt agréable. Voilà, donc n'hésitez pas parce que c'est un métier très solitaire, c'est important d'être soutenu et si vous n'avez pas de, même si, comment dire, j'allais dire si vous n'avez pas de collègues à qui en parler quand vous avez un souci, c'est important de se tourner vers ce genre de structure, mais même si vous avez des collègues, parce qu'en fait, bah, les gens des fois ils n'ont pas le temps, ou alors ils savent pas, et c'est quand même un milieu où tout le monde tâtonne un peu, hein, comment dire, au niveau de la paperasse, du statut, etc. Personne ne sait jamais trop à quoi s'inscrire, on a toujours l'impression que ça, ouais, voilà, que ça tâtonne, et même un peu des gens où vous dites à lui, il est dans le métier depuis super longtemps, il va pouvoir me renseigner, on se rend compte que tout le monde est un peu paumé dans plein de choses. Donc là, je ne vais pas vous en dire plus, il y a Si, la dessinatrice CY, qui a fait des vidéos sur les trucs juridiques, des vidéos vachement mieux faites que les miennes, je me profite pour dire ça, elle fait des vrais vlogs super bien faits, elle se filme son visage et tout, rien à voir avec ce truc là, avec des batteries qui coupent, des bouts de texte qui manquent, gna gna gna, des trucs pas préparés où je parle alors que je suis fatiguée, du coup je parle à deux de tension et je m'embrouille toute seule. Rien à voir, donc allez voir ce que fait Si. Elle est talentueuse et elle explique plein de choses, donc ça c'est vachement bien. Et puis du coup pour finir, j'allais dire, vous pouvez aussi essayer de vous renseigner pour avoir un agent. Donc c'est un peu le même principe qu'un agent comment ça s'appelle, de comédien de théâtre ou de cinéma. Moi j'avais commencé à me renseigner sur le sujet après avoir regardé la série 10%, la série française qui parle des agents dans le cinéma, en me disant eh mais c'est trop bien en fait, c'est ça qu'il me faut, parce que c'est un truc que vous gérez tout seul, donc parfois vous allez avoir énormément de paperasse, de faire des devis, faire des factures, gérer du coup vos déclarations, passer des coups de fil, des gens qui vous appellent pour avoir des précisions, pour demander comment se passe une commande, pour voir des trucs avec vous dans votre agenda. Et dit comme ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait le tout accumulé, ça peut vraiment être un boulot énorme et par période ça va être complètement chronophage. Moi il y a des périodes, je n'ai pas le temps de travailler parce que je ne fais que m'occuper de ma paperasse en fait. Donc j'ai un travail vraiment de secrétariat et j'ai plus le temps de faire autre chose. Et bien sûr, pendant que je fais mon travail de secrétariat, je ne suis pas payée pour être là en fait. Donc c'est un peu un cercle vicieux et je sais que moi ça m'a pris beaucoup d'énergie et de temps dans ma vie et que parfois j'ai vraiment eu l'impression que peut-être pas que je ratais des opportunités, mais que je me déviais de mon vrai but, c'est-à-dire de dessiner et d'écrire et de vivre de la création. J'ai vraiment eu l'impression de m'en dévier pour des histoires de gérer la paperasse, etc. C'est quand même un peu dommage. Euh, Et puis, à force de me renseigner, donc j'avais contacté un auteur dont j'avais appris qu'il avait un agent. Alors lui, c'était vraiment son agent, il était là pour négocier ses contrats éditoriaux. Et cet auteur m'avait dit, bah, ce gars-là, il est vraiment là pour, si tu fais un gros contrat et que tu sens qu'il y a une possibilité que ce soit adapté un jour au cinéma ou qu'il y ait beaucoup de produits dérivés, des figurines et tout ça, là, il va pouvoir t'aider. Par contre, si c'est pour un truc plus dans le quotidien, c'est pas vers lui qu'il faut te tourner. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'agents d'auteurs. Il y en a. Il y a des agents d'illustrateurs aussi, renseignez-vous. Du coup, moi, je suis très contente parce que depuis le mois de mars, je travaille avec mon agente. Je sais pas si j'ai le droit de dire son nom. De toute façon, en même temps, son nom et son contact sont partout parce que à chaque fois, c'est marqué pour toute demande, pour me contacter,
pour des projets professionnels ou quoi, adressez-vous à elle. Donc ça c'est vraiment très pratique en fait, parce que si vous trouvez quelqu'un de bienveillant et vraiment aidant, selon ce que vous lui demandez, il ne va pas non plus faire les mêmes choses et il va pouvoir vous aider sur plein de choses. Et c'est ça aussi l'intérêt de ne pas rester tout seul dans son coin et d'aller un peu vers l'extérieur. C'est que moi, parfois, elle me propose des pistes de travail ou des idées que j'aurais pas eues. Elle m'a proposé plusieurs fois, est-ce que tu veux faire des expos? Moi, je fais jamais d'expos, c'est vraiment un truc, ça fait pas partie des choses qu'on m'a proposées, donc j'ai pas du tout ce réflexe-là. Et on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais c'est des choses vers lesquelles je ne me serais pas dirigée spontanément. Et du coup, vous allez avoir, ça doit dépendre, je pense, je trouve plus les mots, pardon, des agents, des contrats, de ce que vous négociez avec eux et de comment eux travaillent. Moi, je la rémunère au mois et après, elle touche un pourcentage sur les projets auxquels je participe, dans lesquels elle a eu quelque chose à dire ou si elle m'aide à négocier mes contrats, etc. Puis il y a aussi un côté un peu, entre guillemets, protection, parce que parfois, ça peut être un peu usant, en fait, comment dire, de devoir expliquer beaucoup comment va se passer un projet, etc. Enfin, ça peut être très fatigant pour un créateur, parce que tout le monde n'est pas comme ça, hein. La question, c'est aussi, est-ce qu'on est dans un métier d'extraverti ou d'introverti? Je pense que c'est une question de personne, mais pensez quand même que la plupart des dessinateurs passent le plus clair de leur temps seuls chez eux. Je pense que ça correspond pour beaucoup à un état d'esprit. Et voilà, il y a aussi une fatigabilité présente au contact des gens ou quoi que ce soit qui est plus ou moins forte selon les personnes. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire, moi je me suis décidée après des années à faire appel au service d'une agente et voilà, ça a été une réflexion parce que financièrement du coup ça a un coût, mais je pense que en fait en termes de rapport qualité-prix, je suis tellement gagnante, donc voilà. Merci à ma chère agente d'avoir accepté de travailler avec moi et désolée pour tous les soucis de paperasse mal gérée et d'incompréhension qu'on découvre sur le tard, c'est un bonheur. Désolée. Voilà. Je réfléchis, est-ce que je pose encore une ou deux questions ou est-ce que je m'arrête là? À vrai dire, ça a dû s'entendre sur toute la vidéo, j'ai un gros coup de fatigue. J'ai mes animaux divers et variés qui comment dire, qui font un peu n'importe quoi aujourd'hui, qui se battent et tout. Ça a été une journée un peu stressante et fatigante, animalièrement parlant. Euh, et du coup, voilà, je sens bien que j'ai du mal à parler, donc je m'excuse pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Je vais m'arrêter là, je reprendrai peut-être tout à l'heure ou demain. Et puis, si vous avez des questions sur les métiers de la bande dessinée, sur des choses que vous voulez apprendre à dessiner, sur des choses techniques, etc., n'hésitez pas. Je pense que je vais finir un petit peu la série de vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo sur l'aquarelle. Je vous dis ça depuis le début. C'était vraiment mon but du début. C'était la vidéo sur l'aquarelle que je tarde à faire. Et après, je pense que je vais prendre une pause parce que là, je profite d'un moment entre guillemets oisif où j'ai pas de commandes à rendre dans des délais courts. J'ai pas de travaux en présentiel. Et du coup, c'est cette espèce de période officielle de vacances. Je travaille toute la journée pour, entre autres, pour faire les vidéos et pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire en termes de travail le reste du temps. Donc voilà, je sais pas si je continuerai beaucoup sur cette lancée, mais n'hésitez pas quand même à me poser vos questions. Au pire, je les garderai au chaud et puis je les traiterai plus tard quand à nouveau j'aurai du temps après. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Dessinez bien, bon courage et puis voilà, bonne journée.